Je vais maintenant demander à Laurent Cordonnier, qui est chercheur à la Fondation Descartes et docteur en sciences sociales. C'est Gérald Bronner qui nous avait proposé de vous inviter et je le remercie indirectement. Euh, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Asma Mala, qui est professeur à Sciences Po Paris sur les enjeux politiques et géopolitiques de l'économie numérique, et Guy Nagel, qui est avocat pénaliste et membre du collectif CISE, qui est le collectif Info Sciences Éthiques. Et donc, c'est une relation par LinkedIn qui nous a mis en contact. Et il est aussi à l'origine de ce site qui vient de dépasser les 50 000 suiveurs, followers, qui est C'est vrai ça? Point d'interrogation. Voilà. Guy, tu peux mettre ta caméra? Voilà. Super. Laurent, pour commencer, quelles sont les motivations qui poussent les individus et les États à se précipiter comme ça dans la désinformation? Où est-ce que je suis extrêmement naïf, mais est-ce que sur le plan de la France, on n'est pas un peu, comme diraient les Américains, frankly, un peu candide, un peu, ou est-ce qu'on fait aussi de la désinformation quelque part? Voilà. Je pense que ça, c'est au cœur du système. C'est OK, on nous balance plein de désinformations, mais est-ce qu'on sait se battre contre? On l'a vu avec l'affaire Wagner au Mali, par exemple, où la France s'est super bien défendue, puisque la vidéo, elle a fait plof, hein. On ne la voit plus du tout apparaître en quoi que ce soit. Mais est-ce qu'on on s'est doté des outils euh, qui nous permettent de nous battre sur la scène internationale? Bonjour tout le monde, avant tout, merci de m'avoir invité à prendre part à cette table ronde et salut aux amis que je reconnais dans la liste des intervenants et qui parlaient juste avant notamment. Alors, pour répondre à votre question, alors évidemment, on peut reconnaître différents types de motivations à la diffusion de fausses informations. Petite piqûre de rappel, je pense que c'est important de le dire avant tout, hein, mise en garde. Ne faisons pas du problème un problème plus important qu'il ne l'est déjà. Je rappelle que les différentes études qui se sont penchées sur la question montrent que l'exposition à de la désinformation fausse ou trompeuse est minoritaire chez les usagers d'Internet et des réseaux sociaux. Pour le dire autrement, quand on s'informe sur Internet, par exemple, la plupart des informations va consulter, l'immense majorité même des informations qu'on va consulter, sont des informations vraies. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème de désinformation, hein, parce que même un petit nombre de désinformations peuvent avoir sur un petit nombre d'esprits des conséquences importantes et mener à des actions qui peuvent être dommageables pour la société. Je donnerai un seul exemple. En France, les théories fausses qui ont pu circuler sur les vaccins pendant le Covid ont conduit certains individus à attaquer des centres de vaccination, à menacer des chercheurs de l'Institut Pasteur. J'en discutais avec eux, qui se sont retrouvés avec des gens devant chez eux, etc. Donc les conséquences peuvent être très graves, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut voir la désinformation comme étant majoritaire sur Internet et les réseaux sociaux, c'est pas le cas. Par ailleurs, et ensuite je finis ma petite parenthèse de rappel, les études, que ce soit aux États-Unis ou même en France, montrent que les individus sont généralement bons à détecter les informations fausses. Nous ne sommes pas crédules au point de prendre pour vrai tout ce que nous allons croiser sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de facteurs dont je ne vais pas parler aujourd'hui, hein, parce qu'on n'a pas le temps, qui peuvent nous rendre plus sensibles à l'acceptation de fausses informations, hein, plus vulnérables, je vais le dire comme ça. Mais en moyenne, on est plutôt bon à détecter les fausses informations, à ne pas se laisser avoir. Évidemment, je donnerai juste un facteur parce je pense qu'il est facile à comprendre et qu'il est important. Le niveau de connaissance sur le sujet dont il est question, hein. Il y a des études qui ont montré pendant le Covid, par exemple, que si vous aviez un peu de connaissances en biologie, je ne parle pas d'être médecin ou quoi que ce soit, mais une connaissance de lycée intégrée, on va dire, ça vous protégeait très efficacement contre l'adhésion à des théories du complot ou à des désinformations qui circulaient sur le virus, parce que tout simplement, si vous avez vu une fois de la biologie de votre vie,
vous vous rendez compte qu'il est difficile pour une micropuce d'être injectée dans un bras, etc., etc., ou vous comprenez mal comment un vaccin peut vous rendre magnétique. Donc voilà, si on a un peu de connaissances, ça nous protège. Par contre, si on manque de connaissances ou si on a des connaissances a priori préalables fausses sur une question, ça pave la voie à l'adhésion ou à la croyance à des informations fausses sur le sujet. Cela étant dit, les motivations, pour revenir sur votre question, les motivations qui peuvent pousser des gens à faire circuler de la désinformation sont multiples. Et je vais finir dans ma courte énumération de motivations par celle qui vous intéresse plus particulièrement et je vais quand même citer rapidement les autres. Le premier type de motivation, ça peut être une motivation idéologique. On peut faire circuler des informations fausses sur un sujet parce qu'on les croit vraies, qu'elles font partie de notre idéologie ou qu'on pense qu'elles peuvent servir un peu cyniquement nos intérêts. En ce sens, je vais prendre l'exemple des théories du complot, hein. Toute désinformation n'est pas une théorie du complot, bien sûr, mais toute théorie du complot est une désinformation. Mais pour prendre l'exemple des théories du complot, un point sur lequel j'insiste beaucoup et qui n'est pas assez souvent mis en avant selon moi, c'est que les théories du complot participent ou peuvent servir d'outils de mobilisation politique. Quand vous avez une position minoritaire dans un pays et que vous voulez la faire accepter, mettre en avant une théorie du complot qui sera susceptible d'indigner la population que vous visez pour lui faire adhérer à votre théorie du complot, c'est un moyen de mobiliser cette population ou du moins d'essayer de mobiliser cette population dans votre sens. Ça peut plus ou moins fonctionner sur certaines populations. Donc ça, c'est une première motivation idéologique. Une seconde motivation à faire circuler de la fausse information, elle est pécuniaire, évidemment. Désinformer, ça peut rapporter beaucoup d'argent. On l'a montré d'ailleurs dans le rapport de la commission Bronner auquel j'ai participé. On a montré que la désinformation génère de l'argent, ne serait-ce que par les contenus publicitaires que vous pouvez héberger sur un site qui attire par de la désinformation et du coup qui vous rapportera de l'argent. Cette publicité vous rapportera de l'argent. Évidemment, monter une chaîne YouTube en faisant circuler des désinfos qui s'adressent à des adolescents sur les pyramides ou que sais-je, créées par les extraterrestres, ça va pouvoir générer du trafic et dès lors de la monétisation. Écrire des livres. Notre cher ami le professeur Raoult a écrit des livres, enfin, les a-t-il écrits, a demandé à des amis d'écrire des livres qu'il a publiés à compte d'auteur d'ailleurs, enfin pas à compte d'auteur mais auto-édité, ce qui fait qu'il s'est fait beaucoup d'argent avec ça. Voilà, ça c'est une motivation pécuniaire. Une dernière motivation, avant de passer à la motivation, on va dire géopolitique, c'est la motivation de notoriété. Si vous avez des désinformations qui ont un peu de succès, des théories du complot à succès, etc., vous allez pouvoir attirer sur vous les regards. Et certains individus sont spécialement à la recherche de notoriété et ont flairé, c'est en quelque sorte dans le filon de la désinfo, un bon moyen de se faire connaître ou de rester connu. C'est le cas, je donnerai deux noms que vous connaîtrez tous, Alain Soral ou Dieudonné Mbalamala, qui ont beaucoup exploité la désinformation pour rester sur la scène, quand bien même leurs idées les avaient, on va dire, mis dans l'ombre et ne leur accordaient plus les plateaux télévision, etc. Chez Alain Soral, c'est très très clair, hein, ce besoin d'être sur le devant de la scène, etc. Ces trois motivations que j'ai énumérées peuvent bien sûr, ce sont des distinctions analytiques, hein, elles peuvent bien sûr se retrouver et se mélanger. On peut tout à fait rechercher les lumières, rechercher l'argent et vouloir mettre en avant, propulser son idéologie dans un même mouvement. Donc c'est vraiment des distinctions analytiques, mais ça permet en général de comprendre pourquoi des gens font ça. Finalement, le dernier point, celui de l'ingérence numérique étrangère. La désinformation, ça peut être de la manipulation au sens d'armes de guerre. On parle aujourd'hui de guerre hybride pour signifier ces situations où à la fois on utilise de l'ingérence numérique pour faire changer des opinions ou tenter de le faire, pour attaquer des services informatiques, par exemple attaquer le service informatique d'un hôpital. Ça a été les Russes ont beaucoup attaqué les hôpitaux français, par exemple. Ça date pas d'hier. Et mélanger tout ça avec des opérations militaires via une milice, comme la milice Wagner, ou via sa propre armée. Donc on est dans un basculement entre ces différents pôles, dans une guerre hybride. Certains prennent plus le devant à un moment donné que d'autres. Alors, est-ce qu'on est bien protégé en France? Lors de nos auditions à la commission Bronner, on a écouté le ministère des Armées là-dessus, on a écouté ce que nous disaient les services de renseignement français sur cette question. Alors malheureusement, ces auditions-là n'ont pas pu être rendues publiques, évidemment.
pour des raisons que vous comprendrez tous. Mais la France est en train de réagir. Ce que les experts s'accordent à dire, c'est qu'elle réagit avec du retard. Frédéric Douzet, par exemple, nous expliquait à la Commission que la France, quant aux ingérences lors des scrutins électoraux, avait un coup de retard sur les États-Unis qui ont été échaudés et qui ont pris davantage les devants pour essayer de réagir. La France, cette année, lors du scrutin de cette année, a été très peu attaquée par des ingérences numériques étrangères. On pourrait essayer de réfléchir pourquoi, mais il y a quelques bonnes raisons. Mais en tout cas, la France est en train de réagir. Et au point de vue militaire, la France a même fait un tournant qui serait tout à fait digne d'être discuté, ne serait-ce que sur ses implications éthiques. C'est le fait que la ministre avait annoncé que dorénavant, l'armée française serait autorisée, ou on va dire, on rentrera dans la doctrine française la possibilité de faire ce qu'on appelle en très bon français de la déception, deception, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire circuler des informations fausses, non pas seulement à l'égard des militaires du camp adverse, mais également à l'égard des populations adverses, dans le but de faire avancer ses intérêts. Donc, en gros, la France validait l'usage de la désinformation comme arme qu'elle pourrait utiliser. Alors évidemment, ce qu'on nous a assuré, c'est que tout ça serait fait dans les règles de la guerre, c'est-à-dire que certaines deceptions sont autorisées, ce qui relève de la deception, c'est autorisé, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire croire que on bombardera tel site militaire plutôt que tel autre pour que l'armée ennemie ne puisse pas avoir un coup d'avance. Par contre, il est interdit de faire croire à une population civile que son village va être bombardé alors que c'est un autre objectif qu'on vise, parce que les mouvements de foule qui peuvent être induits par la peur des villageois pourraient créer des dégâts dans les populations civiles, par exemple. Bon. Mais bon, vous voyez bien que la frontière entre ce qui est légal ou non dans ces questions-là est extrêmement fine. Donc, l'armée française enfin, on va dire la France commence à utiliser elle-même des techniques de désinformation. En tout cas, c'est ce qui est officiellement annoncé. Ça a beaucoup fait réagir, notez-le, les plateformes numériques, parce que au moment où cette discussion, où cette annonce a été faite, on était en pleine négociation au niveau européen du DSA, le Digital Services Act, qui allait poser comme exigence aux plateformes, ce qui est une très très bonne chose, Facebook, Twitter, etc., le fait de participer plus activement à la lutte contre la désinformation, de prendre des mesures pour essayer de lutter contre les ingérences numériques, etc. Et dans un même temps, un des États membres, et pas le moindre, annonçait qu'il allait se mettre lui-même à utiliser potentiellement ces réseaux-là pour faire la même chose. Donc ça a pu susciter quelques réactions un peu courroucées des plateformes. Mais voilà, et pour conclure, le problème des ingérences numériques étrangères, s'il est bien connu des spécialistes, s'il est bien étudié, que ce soit en France ou ailleurs, c'est un problème qui est, à mon avis, très sous-évalué par la population générale. On réalise mal que la Russie, par exemple, mais la Chine aussi, attaquent la France depuis des années et des années par divers canaux, par des officines de désinformation comme RT France, par exemple, qui aujourd'hui a été interdite par des voies qui ne sont pas très en phase avec les procédures françaises habituelles. Donc on peut tout à fait aussi se demander s'il est très bon de faire des concessions à sa propre démocratie pour interdire une chaîne qui a une activité très très minoritaire en France. Bon, pour rappel, c'est l'Europe qui a demandé de couper cette chaîne et normalement c'était du ressort du CSA actuel Arcom de prendre cette décision. L'Arcom slash CSA a été court-circuité. Donc on sort des procédures habituelles démocratiques qui ont été prévues en France sur ces questions-là. Bon. Quoi qu'il en soit, le problème est néanmoins sous-estimé par la population et je pense que peut-être informer plus le grand public sur les ingérences numériques étrangères serait aussi un moyen de permettre aux citoyens de s'immuniser ou de mieux se protéger contre des influences numériques étrangères. Et j'en finirai là. Merci beaucoup, Laurent. Asma, en ce qui concerne justement ces stratégies de déstabilisation des États, comment la désinformation s'est glissée à l'intérieur, ou est-ce qu'elle a toujours existé? Est-ce que c'était la référence, je vais prendre un point Goodwill, la référence à la propagande de Goebbels, et que ça date depuis 1933 jusqu'à maintenant, et ça va en s'amplifiant, ou est-ce que... Bonjour à tous. Alors,
C'est une très bonne question. Merci Laurent pour le champ très exhaustif de l'exposé, parce que du coup, je me suis demandé, enfin, je suis en phase à peu près avec tout ce qui a été dit, et après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter à ça? Parce que tout est dit. Donc, pour ceux qui écoutent, tenez-vous-en à ce que dit Laurent. Je n'ai pas encore entendu Guy, mais bon. Donc, pour essayer d'affiner du coup un tout petit peu plus et entrer dans le détail. Euh, Trois éléments de réponse succincts. La propagande, ou ce qu'on appelle l'injection de narratifs, de contre-narratifs, etc., évidemment, a toujours existé. Quand je dis toujours, il faudrait remonter à ce que sont l'opinion publique. Donc, en fait, c'est concomitant aux démocraties, en réalité. Et là, on peut remonter à la Grèce antique. Donc, c'est pas tant les stratégies de propagande, les intentions politiques, idéologiques essentiellement de propagande qui sont nouvelles, ce sont les Mmh. moyens qui sont mis à cette disposition-là, que sont les réseaux sociaux. Et c'est peut-être là où vous voulez me faire arriver. Et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux, et c'est ce que dira Jean-Yves Le Drian en 2017 déjà, ce changement d'échelle que constituent les réseaux sociaux, en fait, signifie un changement de nature de ce qu'est la désinformation ou plus généralement l'intoxication informationnelle. Et ce qui est très intéressant dans les stratégies, on a évoqué la Russie et la Chine, en réalité les États-Unis le font tout autant, mais selon des modalités différentes, et la France s'y met. Tout à l'heure, Laurent évoquait la posture de la France, et après je viendrai vraiment sur comment est-ce qu'on intoxique un écosystème informationnel, parce que c'est industrialisé, c'est connu, enfin, ce sont des techniques, disons, euh, euh, qui sont parfaitement documentées et qui suivent toujours, ou en tout cas souvent, le même canevas. Mais pour revenir à la question idéologique et la Russie ou la Chine, en effet, la France, évidemment, un train de retard, comme souvent sur tous les sujets liés à la technologie en général, souveraineté technologique, et en réalité, les deux sujets sont absolument liés. Parce que les Russes vous parleraient, eux, de souveraineté informationnelle. Et donc, en fait, il faut revenir, peut-être que vous l'avez dit, je ne sais pas, dans les tables rondes précédentes, à ce qu'est le cyberespace. C'est un peu brouillon ce que je dis, donc je vous donne vraiment mes idées, vous me réorientez ou vous me canalisez dès que ça devient un peu brouillon, hein, ce que je raconte. Mais donc, pour revenir, vous avez le cyberespace qui va se diviser de façon extrêmement macro, pour vraiment faire comprendre ça à tout le monde, en trois couches. La couche, disons, base, qui est la couche physique des infrastructures. Et c'est là où on va aller mettre des câbles sous-marins, les terminaux, les réseaux, etc. La couche intermédiaire, qui est la couche sémantique et qui va ou cognitive, c'est là où en fait on va avoir les réseaux, les applicatifs, et puis en fait, et à la fin, la couche haute, celle que nous on voit, les interfaces, c'est toute l'intelligence qu'on va y poser, donc c'est les contenus qu'on va produire, qu'on va consommer, qui vont transiter sur les interfaces ou les applications, sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, si on veut parler d'intoxication informationnelle, et c'est ce qu'ont parfaitement compris les Russes dans leur vision géopolitique, c'est qu'il faut s'attaquer à l'ensemble de la chaîne de valeur, du contrôle des réseaux physiques jusqu'au contenu qui transite sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qu'on a vu, en fait, parfaitement à l'occasion de la guerre en Ukraine. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez deux stratégies, si vous voulez, quand on veut désinformer. C'est d'abord la mise sous cloche, on va dire, cognitive ou informationnelle de votre propre population, que vous allez finalement isoler progressivement de ce qui se passe par ailleurs. Et ça, c'est particulièrement vrai en temps de conflit. Et la deuxième, c'est toujours une des stratégies à double détente, c'est la désinformation des pays adversaires ou ennemis. Et de ce point de vue-là, les stratégies russes, parce qu'en fait, elles sont différentes de la stratégie chinoise, par exemple, c'est de créer de la défiance, c'est d'appuyer sur les failles des démocraties. Et l'idée derrière, ce n'est pas tant de dire notre modèle russe est le bon, c'est de dire regardez, vos démocraties sont faillibles, sont mauvaises, sont des systèmes politiques qui ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, ils vont venir amplifier la défiance démocratique. Et pour ça, c'est très simple. C'est d'une part la création des contenus, ou plus exactement, parce qu'en fait, en France, on a beaucoup cristallisé, et à mon avis à tort, sur ce qu'étaient les fake news. Les fake news, c'est peanut, c'est vraiment un très petit élément de la désinformation au sens large. En réalité, l'information et son corollaire, donc la désinformation, souvent, ce sont des informations absolument réelles, véridiques, mais qui sont décontextualisées, manipulées, surémotionnalisées, etc., etc. Et de ce point de vue-là, vous parliez tout à l'heure de la réponse, du point de vue juridique, c'est une zone grise qui est absolument pas du tout illégale. Et c'est là la difficulté.
Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, alors on a le DSA qui va entrer en vigueur probablement en 2024, et à la fin du mois de juin, on va avoir le fameux règlement contre la désinformation qui va donner un peu les guidelines aux plateformes sur les bonnes pratiques et un certain nombre de, disons, d'obligations. Mais en réalité, d'un point de vue du droit, le DSA va renvoyer aux réglementations, ou en tout cas aux cadres juridiques et légaux nationaux. En France, les contenus illégaux sont parfaitement pointés par la loi. On n'a pas besoin de se couper encore les cheveux en quatre. La loi de 1881, le code pénal, les derniers agréments qui ont été proposés par les derniers textes de loi sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment la loi anti-fake news, etc., en fait, balisent parfaitement le chemin. Là où c'est très malin, c'est que ça va aller taper d'une part des contenus gris et d'autre part donc difficilement captables par la loi et donc modérables du point de vue de l'obligation légale d'une part, et d'autre part ils vont aller s'appuyer sur les relais d'opinion locaux. Donc en fait ce sont des stratégies longues et à bas coût. Et typiquement sur la guerre en Ukraine, ils se sont appuyés sur qui? Bah sur en fait la complosphère, la fachosphère, un certain nombre de leaders d'opinion d'extrême droite type Philippot au tout début, tous les adhérents à Zemmour, etc. Et c'est là-dessus en fait, qu'ils vont, mais de façon absolument gratuite, parce qu'on parlera peut-être du modèle économique de la désinformation, qui est aussi lié en réalité. Parce que ce qui est très intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que vous avez un triptyque qui est parfaitement hybridé, imbriqué entre modèle techno, modèle politique et modèle économique. Et tout ça s'auto-alimente. Et donc, si on n'a pas craqué les trois angles de votre triptyque, on ne craquera pas le problème. Donc, et juste pour revenir sur la France, oui, on a eu la Viginum en octobre dernier qui a été créée en prévision des élections présidentielles. Donc, la Viginum, c'est une agence interministérielle qui est en charge de monitorer, capter, identifier et donc désamorcer d'éventuelles campagnes d'ingérence étrangère, et en particulier russe. Et puis surtout, vous avez la L2I, qui est la lutte informatique d'influence, qui est en fait la nouvelle doctrine de l'armée française, dont s'est dotée l'armée française, et qui est, on verra sa faisabilité, mais qui est sur cette fameuse ligne de crête, comment faire la guerre de façon éthique, qu'elle soit informationnelle ou conventionnelle. Et là, c'est un peu compliqué. Alors au Sahel, on a eu une espèce de début de proof of concept, ou de preuve du concept de ce qu'on pouvait faire en termes de guerre informationnelle, parce que pour le coup, Russie et France, vraiment, sont dans une bataille ouverte. Et de l'aveu même de Facebook qui dit pour la première fois, on a identifié et bloqué des comptes liés aux armées russes et françaises, mais de façon quasi ouverte. Donc on verra un peu comment ce qu'on arrive à faire. Laurent a donné quelques éléments et quelques pistes de la guerre informationnelle éthique. Sincèrement, je n'en sais rien. C'est une ligne de crête qui va être très compliquée à tenir. Et puis, de fait, ce sont des informations confidentielles. Et de fait, une bonne guerre informationnelle qui fonctionne, on n'en saura jamais rien. Parce qu'elle aura précisément fonctionné. C'est un peu comme les cyberattaques. Celles qui marchent, on n'en entend pas parler en réalité, ou très peu. Donc ça, c'est par rapport à la posture française sur le sujet. Au-delà de l'arsenal juridique en tant que tel, par rapport à notre marché domestique, on va dire, au cadre démocratique intérieur. Et puis, enfin, je terminerai sur comment est-ce qu'on intoxique. En fait, ça va suivre 5 grandes étapes, macro-étapes en général. La première, c'est la construction, et c'est la plus importante à mon avis, c'est la construction du narratif. Or, pour construire le bon narratif qui va bien, celui qui va intoxiquer, il faut une connaissance extrêmement fine du contexte socio-économique, culturel, de là où vous allez, de la cible en fait que vous avez. Et typiquement, les narratifs de désinformation russe en France ne sont pas du tout les mêmes et ne vont pas du tout appuyer sur les mêmes sujets, sur les mêmes angles, sur les mêmes points faibles que les narratifs qui seront injectés au Mali. Ce ne sont pas du tout des stratégies industrialisées, ce sont au contraire des stratégies hyper contextualisées dans les arguments qui vont être mis en avant. Une fois que le narratif est construit, l'argumentaire est construit, vous allez à partir de là construire les contenus. Donc la fake news, la désinformation, l'information décontextualisée, les leaks, tout un tas de data leaks, le scandale que vous allez mettre en scène, etc., etc. Les Macron leaks, Trump, le Brexit, on commence à avoir un certain nombre de littérature et d'exemples à ce sujet. Et derrière, vous allez mettre en place, et c'est là où c'est très intéressant sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les modalités de viralité inauthentiques. Donc, vous allez créer un mouvement de viralité. Là, vous allez avoir les bots, les fermatrolls, l'astroturfing, tout un tas de techniques qui sont connues et qui vont venir donner une viralité, donc donner de l'ampleur aux réseaux sociaux. Et c'est en ce sens que les réseaux sociaux, par leur immédiateté, leur viralité, quasiment la possibilité d'intoxiquer en temps réel, qui finalement disrupte et la justice, la police, le politique. Parce que tout d'un coup, et on l'a vu sur un autre sujet qui était Buffalo récemment, les tueries de Buffalo,
En fait, la première vidéo a été, publiée par le tueur, sur Twitch et donc très rapidement, mais au bout de quelques minutes, ça a été censuré. Mais il a suffi de ces quelques minutes-là pour qu'il y ait une viralité telle que derrière, il a été absolument impossible de désamorcer la viralité de la vidéo et donc en fait, elle a eu une résonance absolument mondiale, elle a été reliée, mais des millions de fois. Et il a été impossible pour Twitter, Facebook, Instagram, ça, de désamorcer ou en tout cas de rétropédaler sur ça. Donc il suffit d'un réseau social, d'un contenu qui fonctionne bien pour que par capillarité, ça intoxique l'ensemble finalement de votre écosystème virtuel ou numérique de l'information. Et c'est en ce sens que c'est extrêmement puissant et que ça signifie un changement de nature, bien que la propagande, elle, ait existé pratiquement de tout temps, on l'a dit. Alors j'ai oublié de vous dire pourquoi, parce qu'en fait, dès l'instant où l'opinion publique compte et devient un élément cœur de votre stratégie de politique publique, alors à ce moment-là, sa manipulation, son orientation, son éditorialisation va être importante. Dans les régimes autoritaires, on se posera un tout petit peu moins la question. En tout cas, on aura d'autres techniques d'enfermement, on va dire. Enfin, donc vous allez dérouler vos contenus sur les réseaux sociaux. Et puis après, si possible, vous allez agrémenter ça d'un whistleblower, d'un lanceur d'alerte à votre bot, d'un leak, d'un machin. Et ce qui va être très intéressant, et je termine pratiquement, c'est que tout d'un coup, pour les vrais contenus hyper viraux, bah, qui va s'en emparer? Les médias conventionnels, en blanchissant l'information, qu'elle soit vraie ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas. L'essentiel, c'est qu'on en parle, que ça crée du buzz, que ça donne de la visibilité. Et donc, c'est ce que moi j'appelle le continuum informationnel. Tout à l'heure, sur la fin de l'autre table ronde, vous parliez du rôle des médias. Les médias, ça ne veut rien dire. Vous avez la presse écrite, vous avez la télé, etc. Donc, il faut absolument spécifier. Mais globalement, le continuum informationnel qui est pratiquement sans couture, c'est entre les médias télé, les chaînes d'infos continues, plus précisément, et les réseaux sociaux, dont les formats finalement s'interpellent en permanence. Et c'est là où vous allez progressivement blanchir la stratégie de désinformation. Et puis enfin, vous allez supprimer, vous allez nettoyer finalement vos traces, et vous allez supprimer les faux comptes, ou en tout cas, ils vont changer de nature, de combat, de machin, etc. Et donc, toute cette stratégie en 5 grandes étapes est parfaitement articulée, connue, et c'est ce qui permet finalement de progressivement intoxiquer votre écosystème en prenant relais sur, disons, les cibles fragiles et qui, par capillarité, au fur et à mesure, vont grossir. Et souvent, d'ailleurs, ça commence pas directement sur Twitter, ça commence sur des plateformes, ce qu'on appelle de l'alt-tech, donc de l'alternative technologie. Donc, c'est en fait tout ce qui est Parlor, là où il y avait à un moment donné, avaient commencé aussi les QAnon, les 4chanel, les Odyssées, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ça intoxique. Parce que, en fait, dans le cyberespace, bah, typiquement, l'Internet est interconnecté. Et c'est ce qui permet aussi cette diffusion à échelle industrielle quasiment. C'est passionnant, c'est passionnant. Moi, je bois du petit lait, je le Et je suis reconnaîtrai. beaucoup moins structurée que Laurent, donc je suis très complexée. Non, 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 vous êtes très complémentaires et c'est tout à fait passionnant. Guy, comment on est avocat blanc, on va dire. Je connais des avocats noirs, entre guillemets, en particulier sur la question des antivax. Tu as ton micro coupé. Voilà. Et comment on est en tant qu'avocat, d'un seul coup, mobilisé pour la cause commune, la chose scientifique, et, euh, et qu'on va créer un groupe qui s'appelle CISE et qu'on va créer derrière un site qui va s'appeler C'est vrai ça. Comment ça se fait et quelles sont les différentes interactions et quels sont les objectifs à terme pour toute cette belle énergie mise au service de la science et de la médecine? Oui, alors assez rapidement, je ne suis pas l'avocat des plaintes collectives, je ne suis pas rémunéré pour, enfin si, je suis rémunéré pour mon travail d'avocat, mais qui n'a rien à voir effectivement avec la lutte contre la désinformation. Là-dessus, c'est pas tant l'avocat, hein, qui est intervenu que le citoyen, parce que je pense qu'effectivement, et ça a été dit un peu plus tôt dans la matinée, ces affaires-là, c'est un peu les affaires de tout le monde. Et alors je vois qu'on a un éminent membre de la commission Bronner sur la table ronde. Ça me fait penser, parce que, à C'est vrai ça, on avait suggéré aux différents candidats à la présidentielle de nous donner quelques pistes sur la désinformation, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient élus. Bon, ça n'avait pas forcément fonctionné, on n'a eu qu'un seul et unique retour, donc je tairai le nom, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas franchi la barre des 1%, et bon, qui avait eu
plutôt des des propos un peu méprisants, on va dire, contre ce rapport qui est pourtant très bien, hein, je précise, hein, j'ai bien apprécié, mais qui insistait effectivement sur le fait de l'éducation, peut-être par sa formation, je crois, d'ancienne enseignante et là-dessus, je pense qu'on peut quand même la rejoindre, c'est aussi dans le rapport, de mémoire. Mais effectivement, la désinformation, c'est l'affaire de tout le monde. Tout à l'heure, on a eu une intervention lors des questions, d'une dame qui fait du debunking, à domicile et c'est très bien et je me suis dit effectivement, pourquoi pas, face à cette avalanche d'infox, que je rencontrais quotidiennement sur LinkedIn, hein, parce que nous, on existe essentiellement et uniquement sur LinkedIn. On a quelques projets pour s'étendre à autre chose. On avait envoyé une petite bafouille à la commission Bronner qui avait d'ailleurs été partiellement reprise, mais à la base, le projet, c'est un projet de LinkedIn. Donc là-dessus, c'était vraiment pour tenter d'apporter la contradiction, parce que c'est ça le but, hein. Je crois que ça a été dit, je ne sais plus par qui également. Je vais malheureusement beaucoup me retrouver à faire de la synthèse de ce qui a été dit tout au long de cette matinée, pas par paresse ou flemmardise, mais effectivement, je suis assez content de voir qu'il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Mais le but, c'est d'apporter le contradictoire. C'est le principal but d'un fact-checking sur LinkedIn et j'imagine partout ailleurs, c'est pas de convaincre les, agités du bocal qui, sont à l'origine, de ces fake news. Si tu me permets de les présenter en quelques mots, pour moi, c'est quand même une Bien sûr. caractéristique, propre, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à convaincre de quoi que ce soit. En revanche, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent basculer. C'est de faire en sorte que finalement le lecteur qui scrolle sur son téléphone et qui va réagir à l'émotion, se dise: «Non, il y a peut-être quelque chose à creuser, il y a peut-être quelque chose, qui est faux ou qui est douteux ou qui est exagéré» et c'est essentiellement ça le but que l'on apporte. Dans une interview récente, on m'a demandé si c'était pas dur de porter sur ses épaules la vérité, et moi j'ai répondu que je porte pas la vérité. Ça serait, hyper présomptueux et là pour le coup, je serais peut-être du côté des avocats qui vont sur certains plateaux télé, donner des leçons à des médecins. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment avec la on va dire avec mes compétences de citoyen, mes compétences juridiques, mes amis, qui ont des compétences dans d'autres domaines, parce qu'effectivement ce sont des collectifs, c'est de pouvoir dire: «Bah, attendez, votre information, elle est douteuse parce que l'article que vous nous citez, il y a ça, ça, ça et ça qui pose une difficulté. Ça vient certes de France Soir, mais en plus ça se base sur une étude, qui n'a pas été publiée» ou au fond, la preuve, la source de tout cela, c'est un type avec une blouse face caméra qui répond, avec une musique un peu angoissante en arrière-plan, sur Facebook. Donc c'est, vraiment, on va dire, c'était le but de la manœuvre. Heu, voilà. Peut-être juste pour le retour d'expérience, pour expliquer rapidement à qui on a affaire. On a vraiment alors sur LinkedIn, c'est particulier quand même comme réseau. C'est comme ça a été déjà dit, c'est un réseau où normalement on est censé être tous sous notre véritable prénom et nom. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un réseau où on publie et on publie à la face de nos amis, de nos collègues, de nos relations de travail, de nos employeurs et cetera. Ce qui devrait normalement amener à une certaine forme de, modération, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, on a 2 types de on va dire de contrefacteurs sur, enfin de faiseurs de fake news sur LinkedIn. Il y a le relais occasionnel qui c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus. C'est celui qui va réagir à l'émotion, parce qu'il y a un truc qui semble sensationnel, qui est un peu une espèce de paresse, pour, on va dire apporter une idée, qui va être liée à cocher une case. Je like, je commente, je partage, heu, ce qui fait que ça va servir de caisse de résonance à des propos qui, peut-être avant cela, seraient arrêtés sur le comptoir du bistrot du commerce, où on aurait effectivement tenu des propos un peu dommages et ça sera d'autant plus une bonne caisse de résonance, les réseaux sociaux et LinkedIn, qu'on va fonctionner à l'émotion. Je sais que par exemple, les contenus sur la vaccination des enfants, c'est devenu totalement viral parce qu'on touchait aux enfants et qu'à partir de là, on perdait toute raison. Et puis, on a les habitués, ceux qu'on revoit encore et encore, qui peuvent être soit des profils bidons, hein, pour certains, où il y a très, très peu d'informations, des noms qui sont souvent des pseudonymes, voire des gens, on a pu en croiser, hein, des gens qui, avaient des noms et des prénoms de dictateurs décédés des temps passés, sans que pour autant ça alerte plus que ça l'algorithme de LinkedIn. Mais ça, c'est encore, u une autre question et je crois qui avait été abordée dans le cadre de la commission Bronner avec LinkedIn, je crois pas forcément avec une grande satisfaction, si je me souviens bien, des échanges que j'avais pu avoir avec Gérald Bronner sur la question. Alors, on a ce faker d'habitude, qui a une première caractéristique, c'est qu'il est repositionnable. C'est-à-dire qu'au fond, les gens qu'on va retrouver sur les vaccins, on va les retrouver sur l'Ukraine, on va les retrouver sur le climat, on va les retrouver assez souvent, dès qu'il s'agit d'exprimer des opinions réactionnaires, je sais pas, par rapport,
à l'inclusivité, à la théorie du genre, par rapport au mariage pour tous, par rapport à la PMA pour toutes, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on va retrouver sur beaucoup de débats communs, sans pour autant qu'il y ait forcément un lien très fort à la base. Le point commun qu'ils ont, je ne vais pas faire de généralité, c'est vraiment que de l'empirisme, hein. Je ne suis pas issu de l'université et là, pour le coup, c'est vraiment qu'un retour de terrain sur LinkedIn. C'est qu'ils sont en rupture avec le troupeau, comme ils le disent, hein. Ils s'opposent aux moutons et eux, ils sont éveillés. On se Éveillé, croirait ouais. un peu un moment dans Matrix, en fait. C'est un peu Neo qui a pris la pilule, alors je sais plus quelle est la couleur, et qui, au fond, s'éveille et on est dans une espèce de gigantesque abattoir où nous, les non éveillés, les moutons, on bêle. Eux, ce sont les résistants. D'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent dans leur discours. Et ils ont les agents Smith, le Merdia, les débunkers, et les gens de Pfizer qui sont forcément soit stipendiés, soit qui sont payés, soit qui sont eux-mêmes des idiots utiles, plus que des compagnons de route pour Pfizer, etc. Donc on a vraiment une espèce d'exaltation, d'auto-exaltation chez ces gens qui font qu'ils sont d'un côté sincères, et c'est beau une telle sincérité, hein. Je pense qu'on ne peut pas vraiment remettre en question leur idéalisme, même si on est d'accord, il y en a certains qui se font rémunérer pour ça et qui en tirent des avantages non négligeables en matière d'argent ou en matière, on va dire, de reconnaissance, de renommée. Mais effectivement, il y a un côté un peu romantique. Bon. Et puis peut-être la dernière caractéristique, c'est qu'ils ont une espèce de fonctionnement totalitaire, dans le sens où leur vision du monde explique absolument tous les faits qui sont contenus dans le monde. C'est qu'au fond, quoi qu'il se passe, il y a une explication et on part de la solution. La solution, bah, c'est les reptiliens, les Illuminati, Bill Gates, etc. Et puis on remonte la pelote jusqu'à trouver quelque chose. Je me rappelle, on avait été appelé pour débunker un truc sur le Conseil constitutionnel et McKinsey, avec ce lien qui existe, c'est que le Conseil constitutionnel, comme tout le monde le sait, est présidé par Laurent Fabius. Comme tout le monde ne le sait pas, Laurent Fabius a un fils qui s'appelle Victor, et Victor Fabius est un des 64 directeurs associés de McKinsey France, sachant que McKinsey c'est un peu plus large, qui d'ailleurs, et ça ils omettent bien de le dire, qui n'est pas d'ailleurs attaché à une quelconque, enfin, il n'y a pas de quelconque lien avec les vaccins. Je crois qu'il est dans la section sur la distribution et la grande consommation. Bon, rien à voir. Et tout cela pour dire, le Conseil constitutionnel a validé la législation relative au pass vaccinal et à l'obligation vaccinale pour les soignants, parce qu'en fait, il y a Victor Fabius et Laurent Fabius. Laurent Fabius, en plus, c'est le sang contaminé. On ne voit même pas d'ailleurs d'où ça sort et à quoi ça sert en l'espèce. Donc, on passe au passage les 8 autres membres du Conseil constitutionnel. On tait également le fait que le Conseil constitutionnel, en fait, a quand même émis de sérieuses réserves par rapport à ce texte, qui a été légèrement retoqué sur certains aspects. Donc, ce n'était pas non plus, je dirais, une approbation massive de ce que l'État a apporté, ce qui montre bien d'ailleurs le rôle du Conseil constitutionnel. Et en passant effectivement sous silence que le fait que Victor Fabius n'avait tellement pas de lien avec la politique vaccinale de McKinsey, qui d'ailleurs n'a pas forcément lien avec la législation, mais bon, peu importe, c'est qu'au moment des auditions devant le Sénat, Victor Fabius ne faisait pas partie des 2 personnes qui avaient été auditionnées par le Sénat. Et en fait, on a beau expliquer tout cela, pas forcément pour là-dessus, on est dans le cadre d'ailleurs de ce qui était qualifié par après intervenant de réinformation. C'est qu'à chaque fois, souvent, effectivement, on part d'une fake news qui en fait part d'un article, qui part d'un début de vérité qu'il va falloir détricoter. On ne peut pas se contenter, comme disait Guillaume Brachet tout à l'heure, dire bah voilà, c'est François, donc c'est n'importe quoi, donc c'est fake. Si on n'a pas le temps d'aller chercher ce que François a fait subir à l'information pour arriver à quelque chose, je pense que ce n'est pas la peine. Donc, pour le conspirationniste, pour le complotiste, pour le désinformateur, je ne sais pas, toute la nomenclature, et au fond, je les mets par moments un petit peu tous dans le même sac, il y a ces objections n'existent pas parce qu'on a simplifié la chose. Forcément, les Fabius, ils sont là pour aider Pfizer, pour aider. Voilà. Donc, on est dans une espèce d'idée totalitaire qui va expliquer la totalité du monde, en écartant d'ailleurs de cela toute objection. Parce que l'objection, c'est un peu comme, je crois, en psychanalyse, hein, c'est presque quelque chose qui serait refoulé. L'objection qu'on pourrait faire, c'est les tentatives pitoyables des merdias, de l'État, etc., de tenter de justifier ou de maquiller son crime. Donc, à partir de là, le dialogue, il est complètement impossible. Donc on a des gens qui sont sincèrement convaincus, qui se retrouvent par la force des choses, à mon sens, perméables à toutes les idées conspirationnistes. On a même des trucs totalement hors sol, avec, je crois, récemment, des contenus qui niaient le rôle des avions dans le 11 septembre.
2001. Donc on en est quand même encore là, on en est encore à débunker, c'est ce que disait Kalou Lilou tout à l'heure. On est des fois encore en train de débunker selon la saison les mêmes trucs qui ont déjà été dégommés depuis belle lurette. Ils sont imperméables en revanche à toute contradiction. Et ça, ce qui fait que effectivement notre discours de fact-checker, il est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Et ce qui permet finalement d'avoir cette espèce de clivage on peut être à la fois sincère dans le combat, parce que ce sont des résistants, ils sont sincères dans ce qu'ils font, enfin je pense pour la plupart, mais en même temps être capable de manipulation eux-mêmes, d'exagération, soit parce qu'ils ne voient pas le problème, soit parce que c'est un peu la fin qui justifie les moyens. C'est au fond comme des résistants qui procéderaient à un attentat ou qui abattraient un officier allemand dans le métro. Asma, une question, puis après il y a Jaïs et Alexander, et après malheureusement, encore une fois c'est passionnant, mais on va être obligé de rendre l'antenne comme. Alors, je n'ai pas de question, c'était juste en écoutant Guy, c'est passionnant. Me vient une idée, mais peut-être, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les tables rondes précédentes. En fait, tout à l'heure, moi, je vous parlais de l'arsenal juridique ou militaire. Et Guy parle, en fait, à très juste titre, de la question du sourcing, trouver la source, déconstruire les fake news ou les campagnes de désinformation. Donc, on va être envoyé à toutes les techniques de fact-checking, etc. Et en fait, je me disais, mais en fait, on est en train de se dire depuis tout à l'heure, peut-être, qu'on réfléchit des solutions en aval, c'est-à-dire quand c'est déjà trop tard. Avez-vous parlé, en fait, et si vous l'avez déjà fait, je ne précise pas, donc je vous renverrai vers des autres tables rondes, mais le rôle absolument fondamental de l'école, non pas l'école, pour encore faire un truc tarte à la crème, l'école, c'est pas du tout ça. C'est en fait exactement le modèle finlandais de dire comment est-ce qu'on construit une résilience individuelle et collective, c'est-à-dire le jugement critique, le discernement, le libre arbitre sur la question de l'information, parce qu'il va falloir faire avec. On va pas pouvoir avoir un hygiénisme total, pur et parfait de la pensée et donc de l'information sur des réseaux sociaux qui sont construits tels qu'ils sont construits. C'est impossible. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on arme, puisqu'on parle de guerre informationnelle souvent, comment est-ce qu'on arme les citoyens, donc dès l'enfance, pour naviguer dans ces eaux troubles de l'information et donc son corollaire, la désinformation. Et là, l'école est fondamentale. Or, l'erreur qu'on fait, je pense, en France, c'est qu'on, pour des histoires d'idéologie d'une part, mais surtout de moyens, c'est qu'on s'arrête à quelques modules de formation à la désinformation à droite à gauche, dans les collèges, les machins, de façon sporadique, pas structurée, pas organisée. Il n'y a pas un écosystème qui fait vraiment front, d'une part, et d'autre part, ça a été un peu le simplisme, une forme de solutionnisme technologique ou pédagogico-technologique, de dire on va s'en arrêter à faire des cours de code. Savoir coder ne fait pas de nous un bon citoyen éclairé. Savoir coder, ça peut créer des vocations pour devenir data scientist demain, mais ça ne va pas du tout vous aider à comprendre ou à déjouer des campagnes de désinformation extrêmement fines. Donc la question d'avoir une longueur de vue dans la politique publique, de quelle est la société demain et donc quel citoyen on va construire, on va former cognitivement, d'autant que j'en terminerai là, la prospective et la perspective qu'on a, ce ne sont plus les réseaux sociaux qui sont un petit sujet. Ce qui va nous arriver dans la figure, c'est les métaverses et les guerres cognitives. À partir de là, comment on fait? Alors, Laurent, vous voulez intervenir? Une toute petite remarque sur ce que vient de dire Asma. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le rôle central en effet de l'éducation, ce qui paraît, comme vous le disiez, un peu tarte à la crème, mais pourtant, c'est l'ambition de renforcer l'éducation à l'esprit critique et la formation à l'esprit critique. Alors le terme esprit critique est catastrophique, j'aime pas du tout ce terme-là, mais on peut pas faire autrement parce que toute la littérature l'utilise. Je pense que et Asma l'a très bien dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité qu'on doit être capable de transmettre par l'éducation, mais pas seulement, ça peut aussi être fait chez les adultes par d'autres canaux, c'est la capacité à se méfier du fonctionnement de son propre esprit pour s'en libérer en fait, pas de son esprit, hein, mais des pièges qu'il peut nous rendre. Un exemple très simple, c'est que pour des raisons d'évolution naturelle qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici, notre cerveau traite l'information de façon systématiquement biaisée sur certains points, biais qui avaient un avantage évolutif, mais dans l'environnement actuel sont devenus en réalité problématique pour discerner ou pour traiter correctement l'information. Et une fois que l'on sait qu'on a une sensibilité normale, naturelle à ce genre de biais, et que parfois ils peuvent nous conduire à méjuger, on peut s'en départir et on peut s'en libérer. Un seul exemple, le biais de confirmation, parce que c'est le plus connu, on a tendance à favoriser des informations, à rechercher à favoriser des informations qui vont dans le sens de nos croyances déjà établies. Ça, c'est systématique. Une fois qu'on sait ça,
Lorsqu'on veut réellement s'informer sur une question, on s'en méfie. Et moi, je m'amuse à faire le test. Je me dis, bon, bah, est-ce que là, je suis juste en train d'essayer de confirmer ce que je pense en faisant cette recherche sur Google, ou est-ce que réellement, j'ai envie d'apprendre quelque chose? Et on peut plus fonctionner de la même façon après. Alors, ça devient parfois un peu tendu avec soi-même, mais on peut plus fonctionner tout à fait de la même façon. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Mais ça s'apprend pas dans un module fausse information. Ça s'apprend dans un module esprit critique qui irait dans le sens de si vous voulez pouvoir penser librement, essayez de vous départir des biais notamment, mais pas seulement, hein, c'est pas très réducteur ce que je dis là, mais c'est juste pour l'illustrer, de votre système cognitif. Et donc apprenez à le comprendre. Donc en réalité, il s'agit avant tout d'amener de la connaissance sur ce que nous dit aujourd'hui la science, des sciences cognitives notamment, mais aussi la sociologie, bien évidemment, sur ces questions-là. Rien de plus. Et ça, c'est un moyen en quelque sorte de réguler qui n'est pas du tout liberticide. Au contraire, on redonne de la liberté aux individus pour mieux se prémunir contre la désinformation. Ça libère. Comme l'a rappelé Guy Asma également, des lois, on en a assez. La loi de 1881, l'article 27 est très clair sur la question de la désinformation. On peut l'appliquer différemment, etc. Mais on a une jurisprudence. Ça, c'est bon. Des règlements européens, c'est bien. Ça va pouvoir cadrer les choses. Mais les lois, on les a. Nous n'ajoutons pas. Mais par contre, on peut peut-être agir sur cet aspect. Je suis tout à fait d'accord avec Asma là-dessus. Alors Guy, avant de te repasser la parole, je voudrais passer la parole à Alexander et à Myriam Beder, qui est de la Ligue contre le cancer. Donc Alexander, tu voulais intervenir? Oui, bah, merci pour cette présentation, super intéressante. J'avais une petite question, qui s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'Infowar, donc plutôt à Asma et Laurent. Je voulais savoir parce que je me suis intéressé à l'opération infection. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler et je me demandais si, on risque pas d'avoir des effets long terme également, des Infowars qui ont lieu actuellement, par exemple sur l'Ukraine et cetera. Est-ce que c'est déjà, envisagé? Est-ce qu'on a des techniques pour, lutter contre ça? Et comment est-ce qu'on peut faire pour, parce que, enfin, je pense que tout le monde connaît peut-être pas cette histoire de l'opération infection, mais pour faire très simple, c'est, une opération qui a été rendue publique, par, les documents, quand à la chute du mur de Berlin, hein, on a vu que les services secrets russes avaient essayé de faire une campagne pour faire croire que le sida, sortait de l'armée américaine, de base américaine en quelque sorte. Et donc il y a, tout un enfin, ils ont payé des scientifiques pour intervenir dans les médias et cetera. Donc c'est vraiment des opérations de déception, bien montées. Et cette opération, moi je trouve qu'elle a des conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vu, des ressurgescences dans les mouvements anti-vax de ces théories-là. Et c'est la théorie de la goutte d'eau, c'est-à-dire que l'information, la fausse information va avoir aucun effet parce qu'elle est totalement farfelue une première fois, mais à force de la répéter, de la faire tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va creuser la roche et puis au final, elle va, s'ancrer. Et j'ai cette inquiétude parce qu'on a eu une création de fake news massive durant la pandémie, mais vraiment, extrêmement forte, et je me demande si, vous pensez qu'il y a, un risque d'effet long terme à ce niveau-là? Ah, ça, Ok, c'est une bon, bonne question parce je veux bien que répondre, c'est une excellente question. Oui, il y a deux risques long terme. Alors, l'effet goutte d'eau que vous décrivez, en réalité, il est très très bien connu par la littérature en psychologie cognitive depuis très longtemps, depuis les années 70, ça a été très étudié. Plus on nous présente une information, plus on aura tendance à la considérer vraie. Et ça a des effets d'ailleurs assez stupéfiants. Dès les années 70, ils montrent des résultats de propositions assez farfelues qui, au bout de 3 ou 4 expositions, commencent à être jugées plutôt vraies. Bon, donc il y a cet effet cognitif, mais pas seulement. Alors les effets à long terme, moi j'en vois deux. Un effet cognitif, en effet, une théorie du complot, une information fausse, une fois qu'elle a circulé, elle demeure. Et d'ailleurs, ça on le sait, c'est aussi très bien documenté. On se rappelle de l'information, on se rappelle pas de son contexte. Et ça c'est le problème du fact-checking. Comme Asma disait, parfois les médias blanchissent la fausse information involontairement, mais en parlant d'une fausse information qui circulait sur Twitter, vue par quelques individus, quelques milliers ou dizaines de milliers. Tout à coup, on présente ça au journal de 20 heures à plusieurs millions de personnes et on leur dit c'est pas vrai. C'est très bien, mais au bout de 2 semaines, les gens auront gardé l'information, ils auront oublié le contexte du c'est pas vrai. Bon, donc ça, c'est un effet à long terme, c'est que ces théories fausses, ces informations fausses vont rester, vont être recyclées dans de nouveaux narratifs dans le futur. Et comme vous le disiez très bien dans votre intervention ou question, c'est ce qu'on a vu avec le Covid. On a eu des vieux narratifs, on a eu l'empoisonneur de puits juif qui vient du Moyen Âge quand même, qui est revenu avec le Covid. Vous voyez, donc ça ne quitte jamais une fois que c'est là. Deuxième effet, cette fois c'est un effet social que je crains beaucoup, c'est que chaque fois qu'on a ce type de désinformation qui circule, elle participe au clivage de notre société.
elle creuse un peu plus ce qu'on appelle la polarisation affective de notre société, c'est-à-dire la détestation du camp adverse. Dans une démocratie, on a des camps adverses. On les aime moins que notre propre camp, c'est normal, autrement on appartiendrait à ce camp-là. Mais par contre, on n'est pas obligé de le détester. Et les études montrent qu'en France, la polarisation affective augmente et en croissance. Donc on déteste de plus en plus fortement le camp adverse. Et c'est bien sur cette corde-là que joue la désinformation ou l'ingérence numérique étrangère, notamment russe. C'est moins de faire croire aux gens quelque chose que de faire détester par une partie de la population l'autre partie de la population. C'est creuser en appuyant toujours sur ce qui peut diviser. Donc voilà, pour répondre de mon point de vue, c'est les deux effets à long terme que je peux craindre de cette désinformation. Un, des réminiscences cognitives qui ressurgiront régulièrement, c'est bien connu, on l'a déjà vu. Deux, un peu plus de sociétés clivées, un peu plus de violence des citoyens contre les citoyens en France. Alors, je voudrais passer la parole à Myriam Beder, parce que je trouve extrêmement la question qu'elle a posée dans le chat est extrêmement intéressante. Là, on était sur la vaccination. On sait qu'on a un vieux courant anti-vax qui date du XVIIIe siècle, de l'époque de l'école d'anthroposophie. Enfin, il y a un certain nombre de courants philosophiques et autres qui ont alimenté ça. C'est une très vieille histoire. Mais des fake news à l'heure actuelle, on en voit arriver sur des pathologies comme le cancer, par exemple. On en voit arriver sur des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, sur un certain nombre de pathologies qui ne souffraient jusqu'à présent pas de contestation scientifique. C'est-à-dire qu'en dehors de farfelus qui voulaient nous faire traiter le cancer par le crudivorisme ou n'importe quoi, ou le jeûne, en tant que médecin, c'est un peu choquant, mais bon, c'est plus que choquant, c'est absolument dégueulasse. Mais en dehors de ça, on n'avait que quelques illuminés qui nous bassinaient avec des traitements comme ça. Là, on attaque vraiment la science, c'est-à-dire qu'on attaque vraiment les études cliniques, on attaque vraiment le... Alors, Myriam, je vous passe la parole tout de suite. Vous pouvez mettre votre caméra, si vous voulez. Et vous êtes en mute. Mettez votre micro. Voilà. Voilà. Alors j'ai activé la caméra, enfin en tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, en tout cas j'ai activé la caméra, ça m'indique que la caméra est activée, je ne sais pas si vous me voyez. Pour un bourguignon, vous êtes dans une cave, mais ce n'est pas un endroit désagréable. Là, allez-y. OK. Bon écoutez, voilà donc effectivement, donc je m'appelle Myriam Beder, effectivement je suis chargée de mission à la Ligue contre le cancer et nous nous emparons de ce sujet qu'est la lutte contre les infox. On a d'ailleurs eu, notre première réunion de travail la semaine dernière, donc c'est tout frais. Et la première impression que j'en ai eue, moi, enfin avec en ayant donc pu discuter avec l'ensemble de mes collègues des différentes délégations, c'est que le sujet est très complexe, que la solution que tous ont eu en tête était de débunker effectivement, de faire du fact-checking. Je voudrais juste dire aussi que l'INCAR s'est emparé du sujet aussi, mais on ne sait pas comment, véritablement. Dans la stratégie décennale 2021-2030, ils évoquent la possibilité de créer un CSA de la santé. Aucune évocation de l'éducation du public, enfin de l'esprit critique, enfin de l'enseignement de l'esprit critique, enfin tout ce qui nous, en faisant de l'éducation à la santé nous paraît, envisageable. Donc effectivement, ma question, enfin on a des marronniers effectivement, le fameux jus de citron, le jeûne comme vous l'évoquiez, le jus de citron qui permettrait d'éviter les chimiothérapies, mais il y a aucune imagination dans ce qu'on peut, proposer comme, comment dire? Traitement, heu, au comment dire? Alternatif, mais que ça aille jusque comment dire? Dans le tarot, enfin dans les oracles, enfin n'importe quoi, enfin vraiment du grand n'importe quoi. Il y a, ça on voit apparaître de nouvelles théories de comment dire? De traitements alternatifs
Et ce qui nous pose question, c'est effectivement comment une association, quelle est la place d'une association dans cette lutte, dans ce, est-ce qu'effectivement, vous me proposiez la VLS Point Direct, une source là, où vous me disiez, Olivier, que, plusieurs associations se sont, comment dire, rassemblées, que je pourrais essayer de voilà, qu'on Ah oui, pourrait oui. essayer de hein? Vous avez des associations comme France Rhin, vous avez les Petits Anges contre la méningite, vous avez donc il y a beaucoup d'associations dans VLS.direct. Voilà et nous aussi, on est concernés par, les antivax, hein, puisqu'on promeut la vaccination HPV, virus, papillomavirus. Donc on a affaire aussi à des antivax, mais pas que, pas que. Donc quel est le rôle d'une association, dans cette lutte? Est-ce qu'il faut se rassembler, créer un réseau? Est-ce qu'il faut investir dans des enfin investir, s'investir dans des actions à court terme telles que le fact-checking, mais à côté de cela, je ne sais pas, promouvoir des études, se lancer dans de l'éducation à la santé, mais y compris parce qu'on fait beaucoup ça pour le jeune public, mais y compris pour le public adulte, voilà. La question que je pose est celle-ci, effectivement, le rôle d'une association. Qui est-ce qui veut répondre? Guy? Oui? Décidément, je m'y ferai jamais avec cette absence de micro. Oui, assez rapidement, d'ailleurs, comme ça, je vais en profiter aussi pour rebondir sur l'intervention tout à l'heure, raison pour laquelle j'avais, levé la main. Oui, bah, le rôle, à mon sens, d'une association, c'est d'une part, peut-être de faire du fact-checking, de débunker sur là où on a une compétence quelconque, mais aussi faire, et si je rejoins un petit peu ce que disait Asma tout à l'heure, à essayer d'être proactif et de faire de la prévention. Nous, de notre côté, par exemple, là, c'est vrai ça, on a lancé des modules de formation pour former nos followers, notre communauté ou tous les gens que ça intéresserait à notre démarche. Parce que c'est peut-être d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion d'en dire trois mots, mais à chaque fois que nous faisons un débunkage, je sais jamais, enfin, à chaque fois qu'on fait un fact-checking, on prend soin d'expliquer pas à pas notre méthode. Là où on a trouvé telle ou telle chose, tout est sourcé, ce qui permet à nos lecteurs, s'ils en prennent la peine, de refaire pas à pas chacune des étapes. Parce que le but, c'est pas voilà, de faire en sorte qu'on soit investi de la vérité, qu'on soit des avant-gardes, qu'on soit des chevaliers blancs ou Dieu sait quoi encore, qui interviendraient à chaque fois qu'il y a un mauvais coup et à chaque fois qu'il y a une vérité à rétablir. Ce qui ferait qu'au final, on serait d'ailleurs dans la position diamétralement opposée des Antilles. Le but, c'est au contraire, si possible, de diffuser notre méthode qui est perfectible, hein. C'est pas là-dessus, c'est pas le régime Duncan ou Dieu sait quoi encore, hein. C'est pas la méthode pour arrêter de cloper ou Dieu sait quoi encore. De diffuser cette méthode de manière à ce que tout le monde puisse faire exactement la même chose que nous, s'il le souhaite, s'il veut en prendre le temps et qu'il puisse apporter la contradiction. À mon sens, le rôle d'une association, c'est avant tout de former à cet esprit critique. Et alors, je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait être amélioré ou fait, mais à mon sens, une association peut apporter ça à d'autres associations, à des particuliers. Et je suis content de voir que au niveau de la Ligue contre le cancer, on se pose les mêmes problématiques. Peut-être chercher aussi des synergies, des fois avec des gens qui n'ont pas Oui. forcément les mêmes objectifs que nous. D'ailleurs, c'est peut-être l'effet sympathique de ce colloque, c'est que ça permet aussi de rencontrer ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul là-dessus. Et enfin, nous, de notre côté, on a toujours eu la porte grande ouverte à quiconque veut participer à nos travaux ou nous rejoindre ou simplement communiquer avec nous. Il faut qu'on en parle, Myriam, il faut qu'on en parle avec Gérard Raymond, qui est le président de France Asso Santé. À mon avis, c'est une question qui doit aussi le perturber. Alors, juste une dernière intervention d'Asma. Et après, malheureusement, C'est juste pour compléter les éléments de réponse. On parlait du DSA tout à l'heure, et un des sujets du DSA, c'est de se dire comment est-ce que dans les signalements, ou en tout cas dans le rôle de vigie des contenus qui circulent sur les plateformes, comment la société civile et donc les tiers de confiance, donc les associations qui sont, voilà, qui ne poussent pas en tout cas d'agenda politique ou idéologique donné, puissent en fait aider les régulateurs dans les politiques de signalement et derrière donc de régulation, et non pas de réglementation. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aussi l'avoir dans le viseur si vous voulez vous structurer ou structurer quelque chose autour de ça, notamment avec l'ARCOM. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on identifie qui sont ces tiers de confiance, donc issus de la société civile, et qui peuvent devenir donc partie prenante ou stakeholder de l'application du DSA concrètement par les plateformes, dans la modération des contenus.
Asma, je suis d'accord avec vous, mais j'attire votre attention sur le fait que dans le domaine de la santé, on doit être à peu près à 41 agences indépendantes qui interviennent sur le sujet, plus 3 administrations centrales, plus encore, voilà. C'est mon métier, donc je sais un peu de quoi je parle. Et que le dialogue entre ces différentes agences n'est pas toujours quelque chose de facile, et c'est pas forcément quelque chose qui permet de réagir en aval, contrairement à ce que vous souhaitiez. Et c'est ce qui fera que le DSA ne marchera pas. Peut-être juste, excusez-moi, mais vraiment juste un tout petit mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Asma et Guy ont dit en réponse à cette question qui est vraiment centrale, hein. Moi, je travaille actuellement avec la Mivilude. On a une étude en cours sur ce qu'on appelle la conspiritualité, ce mélange entre complotisme et théorie New Age qui vont toujours avec des médecines alternatives plus ou moins dangereuses. Je pense que ce qu'on ne doit pas oublier, en plus de ce que vous avez dit, avec lequel je suis tout à fait d'accord, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'une des informations, si elle peut prospérer à un moment donné, c'est qu'il y a un terreau social qui est prêt pour. Et aujourd'hui, on a un autre problème à régler qui est parallèle, mais qui doit être traité en même temps. C'est que on sait, des études de sociologie le montrent depuis très longtemps. Si les gens sont attirés par des théories alternatives sur la médecine, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression de trouver une écoute, une attente, un traitement. Et donc, ce problème-là va s'aggraver par manque de médecins, par déserts médicaux dans des zones et par suroccupation des médecins dans d'autres zones. Donc, on a ce terreau social, il faudra aussi penser à le traiter en parallèle. C'est pas du tout, il y a pas de, c'est pas l'un ou l'autre. On peut tout à fait travailler sur les deux axes. Ouais. Oui, il faudra que Oui. la profession s'en empare, la profession des professionnels de santé, pas simplement des médecins. Et je peux vous dire que ce n'est pas le début de leur préoccupation pour le moment. Malheureusement, on reste encore dans une culture du soin et on n'est pas dans la culture holistique d'une vision de la santé beaucoup plus large. Je vais être obligé d'arrêter ce débat avec regret parce que on a l'habitude chez NIL de faire des débats. Quelquefois, c'est bien, c'est intéressant. Là, c'était passionnant. J'espère que, vous savez, NIL, c'est l'anagramme de lien. C'est pas en référence au fleuve qui fait le lien entre la Haute et la Basse Égypte. Non, il n'y a rien de... Tout est rationnel chez NIL. Et donc... Il y a rien de... C'est pas un complot franc-maçonnique. Non, pas du tout. Non, c'est... Voilà. D'ailleurs, si on s'appelle NIL Consulting, c'est parce que si on avait mis NIL tout court, on était soit sur le fleuve, soit on était sur un groupe de brutal death metal. Si vous arrivez à écouter plus de 5 minutes, je vous invite à déjeuner. C'est juste insupportable. Alors, Je crois que je viens de déjeuner alors. Voilà. Pour revenir juste à cette conclusion, d'abord, vraiment merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On fera des actes. On va bien entendu faire un podcast sur tout ce débat, ou plusieurs podcasts. Je ne sais pas, ça, c'est pas ma spécialité. Moi, je crois que ce serait bien que cette petite communauté reste en contact, qu'on puisse peut-être alerter plus largement les pouvoirs publics, mais aussi les corps constitués. Je pense que les professionnels de santé, ce serait quand même pas mal qu'on leur fasse part du fait qu'il faudrait peut-être qu'ils s'intéressent eux aussi à la désinformation et pas simplement soit à vacciner, soit à traiter des pathologies. Et puis, bien entendu, vous comptez sur nous sur la diffusion de tout ça, donc par des actes. Peut-être pourrait-on faire un manifeste pour appeler à un sursaut de vigilance par rapport à tout ça, avec la quantité de choses qu'on a pu faire. Voilà, on a plein de projets. On vous les soumettra. Comme on aime bien travailler en transparence et en co-construction, bien entendu, on vous soumettra tout ça et ceux qui voudront participer, si on fait un manifeste en co-signataire ou autre chose, ce sera avec un immense plaisir qu'on mettra nos réseaux de diffusion à votre disposition. Merci encore, excellent déjeuner et à très très bientôt en tout cas. C'était génial, vraiment sincèrement. J'ai passé une matinée extraordinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.